trouver ma vraie voie, il fallait que je sois prête à en payer le prix. Et la confiance est peut-être ce qu'on peut développer de plus précieux pour réaliser ses rêves. C'est magnifique de sauter d'un avion parce que c'est complètement irréel. Quel plaisir de réussir à dépasser sa peur et d'accomplir ses rêves. L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Élodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. Bonjour Catel. Bonjour Élodie. Je suis très contente de te faire revenir à la Roche. Je suis très contente d'y revenir. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc je suis une jeune écrivaine et je publie mon premier livre qui s'appelle Les Aventurières du ciel, qui est un livre qui retrace la vie réelle de 6 grandes aviatrices, 6 grandes pionnières de l'aviation. Et avant cela, j'ai été chargée de communication à La Roche pendant l'année du tricentenaire. Comment tu t'es lancée dans l'écriture d'un livre? C'est quand même un exercice qui doit être difficile. Alors, c'est une très longue histoire pour moi. C'est l'histoire d'un retour aux sources, en fait. Ce qui a été plus difficile encore que le fait de me lancer dans ce livre, ça a été de revenir à l'écriture. Parce que au moment de choisir ma voie, vers 16-17 ans, comme chaque adolescente, j'ai dû me poser la question de ce que je ferais plus tard. Et à l'époque, je me sentais déjà l'âme très littéraire et artistique. J'étais une jeune fille qui passait sa vie dans les livres, qui aimait peindre, bref, qui était assez créative. Et j'ai eu l'idée assez saugrenue sur une formation assez classique, d'écouter les conseils sages de mes parents, c'est-à-dire de choisir une voie économique et sociale, et de faire ensuite une école de commerce post-bac. Chose que j'ai très vite regrettée. Et je me suis très vite rendu compte que je m'étais trompée de voie, mais assez étrangement, je ne suis pas sortie de la route. J'ai été un bon petit soldat, donc j'ai continué dans cette voie-là. J'ai mené mes études commerciales jusqu'au bout. Ensuite, j'ai travaillé dans ce domaine-là, mais quelque chose au fond de moi me disait que je n'étais pas à la bonne place. Je n'osais pas trop me permettre de vivre mon rêve et de retourner à la littérature. J'ai mis beaucoup de temps avant de réussir. J'ai tenté plusieurs fois de sortir de l'autoroute. Les premières fois n'ont pas été concluantes et n'ont débouché sur rien, mais j'ai fini par tenter une ultime fois de réaliser mon rêve de devenir écrivaine et ça a fini par fonctionner. Et donc ça a donné ce livre, Les Aventurières du ciel, qui a été difficile à écrire, en même temps très facile parce qu'il portait sur un sujet passionnant qui est celui de l'aviation à l'époque héroïque, donc à l'époque où tout était possible et où on se permettait, on pouvait rêver, on pouvait accomplir de grandes choses, on pouvait prendre des risques. Comment t'as fait pour sortir de cette autoroute toute tracée? J'aurais du mal à donner une formule miracle. Je me suis, disons que j'ai accepté de prendre des risques oui, voilà, j'ai accepté de prendre des risques. Je savais que le choix de faire une école de commerce et de faire ensuite un métier, un métier stable, un métier sérieux, un contrat à durée indéterminée, donc le Graal de toute personne qui travaille, je savais que ça ne me rendrait pas heureuse et je savais que pour trouver ma vraie voie, il fallait que je sois prête à en payer le prix. Donc, il fallait que je sois prête à envisager de gagner très mal ma vie, à accepter l'incertitude, accepter beaucoup de choses, accepter de payer le prix. C'était quoi le premier pas que tu as fait pour tout quitter? Alors, une fois que tu avais accepté de prendre ce risque? Alors, le premier pas, je pense que je l'ai fait à 24 ans. Donc, à 24 ans, je travaillais pour une école de commerce. C'est ce qui est très ironique quand on sait que j'ai fait une école de commerce et que je n'y ai pas forcément été très, très heureuse,
puisque ça ne me correspondait pas du tout. J'ai travaillé dans une école de commerce comme chargée de relations entreprises et j'ai choisi de quitter le CDI que j'avais à l'époque, aux grandes dames de mes parents et de mon entourage qui ne comprenaient pas que la si sérieuse qu'Attelle se décide à faire une sortie de route. Et j'ai décidé de consacrer une année à des domaines qui m'intéressaient, à l'écriture, mais ça je le disais assez peu parce que j'avais peur qu'on se moque un petit peu de moi et qu'on trouve ça un petit peu farfelu. Donc j'écrivais, je peignais, je suivais des cours de théâtre, j'étais aussi réserviste dans l'armée de terre. Cette année a été ma première sortie de route. Elle n'a pas été forcément évidente, mais elle m'a appris beaucoup sur moi-même. Mais elle n'a pas été couronnée de succès, vu que j'ai dû ensuite revenir à une voie plus sérieuse. C'est à cette époque que je suis venue à La Roche. Et je dois dire que j'aurais pu mal vivre ce retour à la vie en entreprise. Mais en fait, La Roche était exactement ce dont j'avais besoin à l'époque, je pense. Je suis arrivée dans une école bienveillante, où j'ai rencontré des gens intelligents, humains. Je crois qu'ils m'ont aidé à recharger mes batteries pour repartir à l'assaut de mes rêves et de mes projets après l'année du tricentenaire. Et là, tu as osé repartir, réessayer. Tu avais plus de soutien de ta famille cette fois-là? Oh, pas tout de suite, non. Il faut dire que j'étais moi-même un petit peu désordonnée dans ma démarche. J'étais un peu comme un oiseau en cage qui essaie de taper, de cogner où il peut, de forcer toutes les portes. Et j'avais décidé de partir voyager, donc je suis allée en Amérique du Sud en me disant que j'allais m'ouvrir l'esprit, que j'allais aussi apprendre à être plus débrouillarde, plus autonome, plus volontaire. Tu étais partie toute seule en Amérique du Sud, comme ça? Oui, je suis partie en Amérique du Sud, j'avais quel âge? Je devais avoir 27 ans. C'est assez tard finalement pour partir voyager. Je n'avais pratiquement jamais voyagé, encore moins seule. Et c'était un grand pas pour moi. Et je pense que ça a été une étape assez décisive parce que quand je me suis retrouvée là-bas, bon, si on fait bien les choses en Amérique du Sud, normalement tout se passe bien, mais on peut aussi facilement avoir des ennuis si on fait une bêtise ou si on est un petit peu négligent. Une fois retrouvée seule là-bas, il a bien fallu que je me débrouille et que je me fasse confiance et que je fasse preuve de beaucoup de débrouillardise. Et donc, ça a été un moment très formateur. Et quand je suis revenue 3 mois après, indemne, après, bon, j'ai échappé à quelques problèmes. J'ai des amis rencontrés là-bas qui ont connu que quelques déboires. Mais moi, quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que tout s'était bien passé. Et je pense que ça m'a donné un surcroît de confiance pour entreprendre mes projets. Mais en fait, tout ça s'est fait petit à petit. T'as l'impression d'avoir appris des choses sur toi-même, le fait de te retrouver là-bas, Oui, beaucoup. d'avoir fait le point, en étant coupée un petit peu. Je ne sais pas si j'ai fait le point à cette époque-là. Je pense que j'étais vraiment plongée dans mon voyage, plongée dans l'action, si on peut dire. Bon, ce n'était pas non plus de l'aventure, mais c'était du vrai voyage au sens noble du terme. C'était pas du tourisme. J'ai essayé de faire le plus de choses possibles par moi-même. Je ne prenais pas trop l'avion, pas tellement pour des raisons écologiques, mais parce que je voulais prendre le bus et découvrir un peu vraiment le pays. Donc j'ai passé des journées entières dans des bus à traverser des pays entiers. Et je dirais que non, en fait, je n'ai pas tellement appris plus sur mon projet à l'époque, mais en tout cas, j'ai gagné confiance en moi. Et la confiance est peut-être ce qu'on peut développer de plus précieux pour réaliser ses rêves. Et j'étais une enfant qui n'avait pas du tout confiance en elle. La confiance, je l'ai beaucoup travaillée au fil du temps. J'ai une adolescence compliquée, mais c'est en me testant moi-même, en dépassant mes limites, que j'ai appris à avoir confiance et à me permettre d'accomplir mes rêves. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort, de dépasser ses limites. Alors, ça n'est pas facile et en même temps, moi, je trouve ça très jouissif, très exaltant. La première aviatrice dont je parle dans mon livre, c'est Adrienne Bolland. Et ce qui est très touchant avec Adrienne Bolland, donc un tout petit bout de femme qui à 24 ans seulement a traversé la cordillère des Andes par son endroit le plus dangereux. Donc première pilote à avoir traversé la cordillère des Andes de Mendoza à Santiago de Chile. Elle aimait dire qu'elle était trouillarde en fait. C'était une trouillarde. Elle disait mais j'aime trembler, je suis ainsi faite, j'aime trembler. C'est un petit peu pareil pour moi. Je ne suis pas forcément très courageuse de nature, mais disons que le courage, ça se travaille, et on finit presque par trouver une forme de plaisir à prendre des risques. Pas pour autant dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais en tout cas, moi, j'ai toujours très peur avant de me lancer un défi quel qu'il soit.
mais quelle joie ensuite, quel plaisir de réussir à dépasser sa peur et d'accomplir ses rêves. Je trouve ça... moi, je fonctionne un petit peu comme ça, je fonctionne bien à l'adrénaline. Et t'as choisi dans ce livre de dépeindre des femmes d'exception autour du thème de l'aviation. Comment ça t'est venu cette idée ou comment ça s'est peut-être imposé à toi? C'est un projet que m'a proposé la maison d'édition Point, et c'est notamment le directeur de la collection Point Aventure, Patrice Franceschi, qui m'a proposé d'écrire ce livre. Je connaissais déjà Patrice Franceschi par ailleurs, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il avait déjà lu plusieurs de mes textes. Qui n'ont pas été publiés? Non, pas encore. Donc ce livre, en effet, est mon premier texte publié. Et il m'a proposé ce projet. Il savait que je m'intéressais à l'aviation. J'ai fait, comme on parlait tout à l'heure, de dépasser ses peurs et du goût de l'adrénaline. En fait, j'ai fait mon premier saut en parachute à 18 ans et j'en ai fait un autre à 20 ans, des sauts en tandem. Et à 25 ans, j'ai fait un stage de parachutisme à Saumur, donc un stage vraiment de chute libre. C'est formidable. Et c'était vraiment extraordinaire, et c'était très drôle. Bon, si vous aviez pu me voir, ça devait être à mon avis assez hilarant vu de l'extérieur. Moi, je devinais que je devais être pâle comme un linge, et je voyais à côté de moi, il n'y avait que de jeunes hommes qui se préparaient à faire le même stage que moi, et eux avaient l'air assez sereins. Et moi, j'étais pas bien du tout. Mais je savais que ça me plairait, et donc à chaque fois, j'avais peur avant d'y aller. Mais j'étais tellement heureuse une fois dans les airs que vraiment je me disais que c'était formidable de pouvoir de dépasser cette peur. Mais donc tu sais que quand j'avais 20 ans, je suis partie un mois en Nouvelle-Zélande et j'ai fait un saut en parachute en tandem. C'est extraordinaire. Mais c'est une sensation formidable, et finalement on est tellement loin du sol. Moi je trouve que ça fait moins peur que un saut à l'élastique par exemple. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, je n'ai pas du tout envie de faire un saut à l'élastique, parce que moi j'associe ça, je trouve ça beaucoup plus glauque en fait. Pour moi, j'associe ça violent. presque, oui, je trouve ça presque un peu suicidaire, alors qu'en fait c'est magnifique de sauter d'un avion, parce que c'est complètement irréel. Les paysages sont magnifiques. Les paysages sont extraordinaires, les sensations sont vraiment incroyables. Donc c'est quand même impressionnant. Ce qui est dur, c'est de sauter, c'est de se jeter de l'avion, parce que c'est un acte complètement qui n'est absolument pas naturel. Mais en revanche, une fois qu'on tombe, une fois qu'on vole, je trouve ça vraiment Combien de secondes de chute libre? Ah, de secondes de chute libre, ouais. C'est 40 secondes. 40 secondes. 40 secondes, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'on saute à 4000 mètres et on doit ouvrir le parachute à 1500 mètres, quelque chose comme ça. Ça doit être ça la limite. Et donc il me semble que je faisais des sauts de 40 secondes. Et donc, quand tu apprends à Saumur, tu apprends pour sauter seul? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on saute seul dès le début, sauf que pour le premier, enfin, on a son propre parachute, mais lorsque l'on saute, au premier saut, on a 2 moniteurs qui sautent en même temps que soi. Et donc, qui pourraient te rattraper si j'avais... Non, mais donc, ils doivent m'aider, qui doivent vérifier que je me mets pas sur le dos et que je vais bien tirer la poignée, en fait. Donc, ils sautent en même temps, et je me souviens très bien, le premier saut, en plus, tout ça est filmé, parce qu'ils ont des caméras accrochées à les moniteurs ont des caméras accrochées à leur casque. Et donc, je me suis très bien vue sur la vidéo, et tu verrais la tête que je fais, c'est vraiment hilarant. J'ai l'air complètement au bout de ma vie. Et je me souviens très bien que pour ce saut, au moment où la porte coulissante s'est ouverte, moi, j'avais qu'une envie, c'était de me cramponner au fond de l'avion, et finalement il faut se mettre un genou à terre, et je me sens que mes moniteurs m'ont vraiment attrapé par le bras et m'ont parlé de manière presque violente, parce qu'ils devaient savoir qu'il n'y a que comme ça que ça marcherait. Et je me souviens très bien du go qu'ils m'ont donné. Il fallait que je regarde l'un puis l'autre et que chacun me fasse un signe de tête, et ensuite c'était allez, tu sautes. Et je me souviens très bien que c'est très difficile à ce moment-là, mais une fois qu'on vole, on est ravis. On profite vraiment de ces secondes-là, comme ça va être vraiment un moment unique. Oui, c'est vrai. J'ose à peine imaginer. Mais toujours rattrapé par la vie réelle, moi j'ai vu que dans l'assurance qu'on prend pour un prêt immobilier, maintenant que je suis propriétaire, si il nous arrive un accident en parachute, eh ben on n'est pas indemnisé.
Donc oui, mais voilà, alors ça, j'ai rayé ça de ma liste parce que je suis un petit peu trop sérieuse, trop rangée. Je voudrais pas laisser mes enfants orphelins. oui. C'est tout à fait ça. Enfin, ça ne m'étonne pas tellement parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement encouragé à vivre une vie d'aventure et de risque. Quand je pense à ces aviatrices dont je parle dans mon livre, elles prenaient déjà énormément de risques à l'époque, mais elles avaient le droit de prendre ce risque. Aujourd'hui, lorsqu'on ne vous interdit pas les choses, on fait en sorte de vous en dissuader par à peu près tous les moyens, et donc il y a des tas de fonctionnements, d'assurances, de choses qui sont faites pour vous empêcher Ça, c'est la qui préface. réduisent votre liberté de plus en plus. Oui, et je recommande vraiment la préface. Je peux le dire avec d'autant plus enfin, je peux le dire vraiment très simplement parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Je trouve cette préface vraiment excellente. Et donc, c'est celle de mon directeur de collection, Patrice Franceschi. Ouais, en un je l'ai siècle. souligné, la phrase, je l'ai adorée. Oui. C'était un moment de l'histoire où les femmes qui voulaient sortir de leurs conditions ne devaient avoir peur de rien ni de personne. Un moment de l'évolution des sociétés occidentales où l'on se refusait à un usage excessif du principe de précaution et où vivre libre primait sur toute autre considération. Oui. Et je me suis dit qu'on était en effet bien loin de ça aujourd'hui. Oui, j'aurais beaucoup aimé vivre à cette époque. Alors que je sais très bien ce qu'on me dira, c'est « Oh, mais oui, mais vous êtes bien content aujourd'hui d'avoir votre téléphone portable et puis des progrès de la médecine, bien sûr. » Mais je trouve que le principe de précaution a été tellement étendu, à tellement de domaines. Moi, je me sens parfois un peu à l'étroit et je trouve ce monde un peu oppressant de temps en temps. Moi, j'ai besoin je suis capable d'être, je suis très bonne camarade dans la vie en communauté et j'ai été réserviste dans l'armée de terre, donc je peux passer toute une mission sentinelle avec tout un escadron d'hommes et vivre comme ça sans du tout souffrir de mon manque de solitude. Mais je suis quelqu'un qui a aussi besoin de beaucoup de solitude. J'ai besoin de me retrouver, de réfléchir, de penser, et donc je souffre un peu de voir nos vies privées tellement grignotées, de voir notre citadelle intérieure sans cesse attaquée par tous les moyens possibles et imaginables. Je sais que j'ai de moins en moins, j'ai retiré beaucoup d'applications de mon téléphone, je vais le moins possible sur Facebook et j'essaie de temps en temps de mettre mon téléphone en mode avion lorsque je veux réfléchir et écrire, et certains de mes amis ne le comprennent pas du tout. Ils ont dit « Mais pourquoi tu as retiré tes notifications ?» Mais parce que je ne veux pas être interrompue en permanence dans mes réflexions et que j'ai envie de décider quand mon téléphone peut me déranger ou pas. Et c'est vrai que ton livre, il montre un aperçu de l'évolution de la société en 100 ans. Et sur les notifications et désactiver les notifications, etc., aujourd'hui, quand on écoute des patrons des grandes entreprises, pour se concentrer sur leur travail, ils sont beaucoup à faire ça et à supprimer, à alléger en effet la vie virtuelle pour se concentrer sur le réel. Donc on t'a proposé ce projet sur les aviatrices. Oui. Et comment est-ce que tu as commencé des recherches, tu as lu des livres Oui, très vite. Alors, un avantage, par exemple, de la technologie, il y en a quand même, c'est que grâce à Internet, j'ai pu commander tout un tas de livres, parfois vieux de 50, 60, 70 ans. J'ai pu retrouver tout un tas de livres et me les faire livrer pendant le confinement. Donc, suis retombée sur des biographies qui n'ont pas été rééditées depuis fort longtemps. J'ai également pu aller sur le site de la BNF, qui s'appelle Gallica, si je ne me trompe pas, où j'ai trouvé tout un tas de journaux de l'époque qui ont été numérisés et sur lesquels j'ai pu retrouver des interviews. Ça m'a été très très précieux. C'est vraiment un travail remarquable qui a été fait à la BNF. J'ai pu tomber sur, je crois qu'il y avait des milliers de magazines et journaux de l'époque qui ont été numérisés et qui sont consultables en ligne. Et comme en période de confinement, tout était fermé, j'étais bien contente de pouvoir le faire depuis mon ordinateur. C'était un très gros travail parce que, contrairement aux biographies que l'on consacre à une seule personne, on reste dans le même univers, donc on peut peut-être multiplier les sources, mais tout reste centré autour d'un seul personnage. Là, il a fallu que je fasse ce même travail 6 fois. C'était difficile quand même, c'était très intéressant. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer, c'est certain. Mais c'était un véritable travail, c'est vrai. Donc BNF, c'est Bibliothèque nationale. Oui, Bibliothèque nationale de France. Est-ce que tu as fait des recherches d'abord générales sur
plusieurs aviatrices, pardon, et t'en as choisi ensuite 6. Le nombre était prédéfini? Tu savais déjà lesquelles t'allais... Non, alors je dois Traité. reconnaître, même si je m'intéressais déjà beaucoup à l'aviation, en fait, je connaissais assez mal les aviatrices de cette époque-là. Je connaissais Hélène Boucher, voilà, j'en avais il y en a peut-être 2 que je connaissais vraiment, mais j'en ai découvert beaucoup parce que la réalité, c'est que déjà on a beaucoup oublié les aviateurs, les pilotes de cette époque, mais alors les aviatrices, n'en parlons pas. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue aujourd'hui, de qui se souviendra-t-il si on doit lui parler de l'époque héroïque, bon, il dira peut-être Saint-Exupéry, Oui. et Roland Garros. S'il dit déjà ces 2-là, on a de la chance. Mais sinon, il n'y a que les personnes qui sont vraiment très calées en aviation qui peuvent vous citer quelques noms de plus. Surtout Mais qu'on les est à une aviatrices, époque, les femmes n'ont pas le droit de vote, oui. puisque c'est 1944. Elles n'ont pas le droit d'avoir un compte en banque. Donc le compte en banque, c'est 65. Ouais. Et du coup, on est vraiment une période où les femmes, elles sont pas représentées dans la société. Alors Très peu. en fait c'était quand même une époque où les choses changent. Donc c'est ça qui est très positif dans cette période dite héroïque de l'aviation, c'est que c'est quand même les années 20, les années 30, ça correspond aux années folles et au premier mouvement d'émancipation des femmes. Donc on est bien sûr, il y a encore un décalage énorme et les femmes manquent énormément de liberté, mais en tout cas on est dans une période positive, c'est justement ce qui permet à ces femmes de devenir quand même aviatrices. Donc disons qu'à cette époque-là, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on est dans une période positive où quelques femmes peuvent se permettre de vivre leur propre vie, comme les 6 femmes dont je parle. Mais c'est sûr que à chaque fois qu'elles choisissent de vivre leur vie librement, souvent ça fait scandale dans leur famille. Leurs camarades pilotes ne sont justement pas toujours bons camarades. Certains si, enfin, il ne faut pas noircir complètement le tableau et tous les aviateurs n'étaient pas d'horribles machos. Mais comme disait l'aviatrice Maryse Bastier, j'en parle dans le livre, il y avait quand même quelques salauds. Maryse Bastier parle souvent des gens bien et des salauds. Il y avait quelques salauds mais il y avait aussi quelques chic types. Il y a quelque chose que tu as écrit Oui. et qui du coup est factuel et qui m'a marqué. Une compétition, donc les 12 heures d'Angers, où il faut voler pendant 12 heures. Oui. Donc l'aviatrice m'échappe, mais toi tu vas... Hélène Boucher. Voilà, donc Hélène Boucher. Il y a 2 pilotes par avion. Oui. Mais les femmes partent seules ou accompagnées de juste quelqu'un qui ne sait pas piloter pour qu'on ne leur vole pas Oui. la victoire ou en tout cas la réussite et leur classement. C'est-à-dire que alors que les hommes partent à 2 pilotes et donc pour une compétition de 12 heures en vol, donc ils vont se partager 6 heures chacun, voilà, Oui. c'est comme ça qu'on l'imagine. Les femmes, elles, partent seules ou avec quelqu'un qui ne sait pas piloter, donc elles vont faire les 12 heures seules Oui. pour qu'à l'arrivée, on ne puisse pas dire que c'est l'homme qui a piloté. Je suis contente que tu aies été marquée par ce passage-là. Oui, les 12 heures d'Angers, à l'époque, c'est vraiment quelque chose. Lorsqu'Hélène Boucher participe à cette compétition, je crois qu'il s'agit de la première édition, et c'est une épreuve, comme tu le dis, il faut piloter 12 heures d'affilée. Je crois qu'on fait une pause, si je ne dis pas de bêtises, une pause toutes les 3 heures, et c'est une pause de 3 minutes. Enfin, c'est vraiment ridicule, c'est vraiment une épreuve d'usure. Et en effet, les pilotes peuvent partir en tandem pour se relayer, et Hélène Boucher, comme plusieurs autres femmes pilotes, pour cette compétition, décide de partir avec une passagère novice, parce qu'elle se dit, sinon, si je pars avec un homme ou avec une autre femme pilote, enfin, si je pars avec un homme, on va forcément mettre cette victoire sur le compte de l'autre pilote. Et c'est vrai qu'à l'époque, visiblement, enfin, j'ai l'impression que ça n'émeut pas grand monde que les femmes soient obligées de s'imposer ce déséquilibre. Mais du Elles coup, se l'imposent toutes seules. c'est ça. Ouais. Mais lorsqu'elles réussissent, à ce moment-là, le succès est vraiment éclatant. Et c'est comme ça que lorsque Hélène Boucher réussira, elle participera 2 fois aux 12 heures d'Angers. La première fois, elle terminera la compétition, ce qui sera déjà considéré comme un exploit. Sachant qu'elle est seule à piloter, et à la deuxième édition des 12 heures d'Angers, elle finira deuxième en ayant piloté seule pendant 12 heures, et là ce sera vraiment salué unanimement. Ouais.
une aviatrice en particulier pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. J'ai de l'affection pour toutes, je les admire toutes, mais j'ai peut-être un petit faible pour Adrienne Bolland, qui est qui est le premier pilote, là je vais utiliser le singulier volontairement, qui est le premier pilote du monde à traverser la cordillère des Andes par son endroit le plus dangereux, c'est-à-dire par ce qu'on appelle le couloir de la mort qui relie Mendoza en Argentine à Santiago de Chile. Et c'est un exploit vraiment extraordinaire. Tout le monde s'est tué avant elle en essayant de tenter cette traversée, et c'est elle qui va ouvrir la voie à Mermoz, à Guillaumet et tant d'autres, donc à tous ceux de l'aéropostale. C'est elle qui va ouvrir cette voie, à seulement 24 ou 25 ans, j'ai un petit doute. Et ce que j'aime beaucoup chez Adrienne Bolland, c'est qu'elle a un côté, c'est un caractère de cochon. C'est un tout petit bout de femme avec ses cheveux qui remontent un petit peu comme en forme de nid d'oiseau sur sa tête, avec un sacré caractère qui n'hésite pas à jouer des points lorsque ses camarades sur le terrain lui lancent une petite remarque machiste, et qui en même temps se fait beaucoup apprécier de ses camarades pour sa franchise et son bon cœur. Et, euh, et donc elle accomplira ce grand exploit qui fera d'elle une déesse en Amérique du Sud. On l'appellera ensuite la déesse des Andes parce qu'on considérera qu'elle accomplit quelque chose d'absolument extraordinaire, de presque surhumain. Et il faut imaginer ce que ça représentait à l'époque de traverser la cordillère des Andes à cet endroit-là. Lorsqu'Adrienne atterrit à Santiago de Chile sur son petit caudron G3 qui franchement ressemblait, qu'on appelait une cage à poules à l'époque, parce que vraiment c'était quelque chose qui avait vraiment l'air assez frêle et pas très rassurant. Lorsqu'elle atterrit à Santiago de Chile, la foule se jette sur elle pour la porter, la jeter en l'air, et des gens lui arrachent des poignées de cheveux et des morceaux de tissu de son vêtement pour les garder comme des reliques, parce qu'à leurs yeux, Adrienne est devenue la déesse des Andes. Ça, c'est quand même une histoire incroyable. Et bien sûr qu'en France, à cette époque, Adrienne Bolland est devenue très célèbre, mais aujourd'hui, on ne se souvient plus trop d'elle, et c'est bien dommage. On vient de fêter le centenaire de cet exploit qu'elle a accompli un 1er avril, quand on sait à quel point Adrienne était rocambolesque. C'est assez drôle de se dire qu'elle a elle a failli mourir un jour de 1er avril. Bref, donc on vient de fêter les 100 ans de son exploit, et elle mérite vraiment qu'on parle plus d'elle. Oui, il n'y avait pas de cockpit. Non, pas de cockpit, donc et pas de masque non plus à oxygène, donc elle a probablement frôlé la syncope à cette époque parce qu'elle a dépassé les 5000 mètres avec un caudron G3 qui était censé plafonner à 4000 mètres. Elle a eu beaucoup de mal à respirer pendant son vol. Elle avait pris avec elle des morceaux, des dés d'oignon coupés, parce qu'on lui avait dit, si tu vas voir, ça va dilater les voies respiratoires. À mon avis, ça n'a pas servi à grand chose. Et son visage était craquelé, boursouflé et oui, craquelé et ruisselant de sang, tellement le froid était mordant, vif, épouvantable. Et lorsqu'elle atterrit, ses oreilles saignent, son nez saigne, elle est dans un état pas possible, elle est au bord de l'évanouissement, mais elle a réussi. Et ce qui est incroyable avec elle, on peut trouver ça un peu fou et se dire, mais cette fille était complètement cinglée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle s'est dit, c'est qu'elle avouera plus tard qu'en décollant de Mendoza, elle ne s'est jamais rêvé, jamais imaginé arrivant à Santiago de Chile. Ce qui veut dire, en somme, qu'elle pensait qu'elle allait mourir, qu'elle avait toutes les chances de mourir. Elle ne partait pas vraiment au suicide parce qu'elle avait quand même ce petit espoir de réussir. Ce n'était pas du tout une femme suicidaire, c'est une femme qui adorait la vie. Mais elle savait qu'elle voulait accomplir quelque chose d'un peu fou, mais de très grand, qui la dépassait. Et elle était prête à payer le prix pour ça. C'est leur point commun, hein, de ne pas avoir peur de mourir, en tout cas d'être prête à mourir à chaque instant presque. Ou pour quelque chose de grand, oui, parce que ce sont des femmes qui en même temps aiment beaucoup la vie. D'ailleurs, elles ont pour la plupart eu des vies amoureuses très très libres. Elles pouvaient aimer faire la fête. Adrienne Bolland était vraiment, elle adorait boire des coups avec ses amis. Maryse Bastier, pareil. C'était des femmes qui aimaient beaucoup la vie, mais elles l'aimaient tellement qu'elles voulaient en vivre le meilleur, et elles voulaient toutes connaître le grand frisson partout où elles pouvaient le trouver. Et donc pour ça, elles étaient prêtes à prendre des risques. Et puis il y avait aussi une notion
de grandeur. Vous voyez, on parle souvent, il y a une expression qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça paraît complètement incongru, mais à l'époque, par exemple, Maryse Bastier, Maryse Hills, ou même Hélène Boucher parlent très souvent de la grandeur des ailes françaises. Et pour elles, ça signifiait quelque chose. Défendre la grandeur des ailes françaises pendant cette période de l'aviation héroïque, où on voulait accomplir de grandes choses, c'était très important. Surtout qu'à cette époque, vers la fin des années 30, dans les années 30, le nazisme et le fascisme commencent à, à, à se faire sentir. Et ça a pour conséquence, chez des pilotes très patriotes comme Maryse Bastier, Maryse Hills ou Hélène Boucher, ça a pour conséquence de les encourager justement à défendre la France face au bellicisme de ces pays-là. Et donc, elles parlent de la grandeur des ailes françaises. Elles veulent défendre l'aviation française. Elles sont très patriotes. Très patriotes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le patriotisme n'est pas tellement à la mode. Mais à l'époque, oui, on a vu 14-18. La plupart de ces pilotes ont connu, en tout cas pour les Françaises, elles ont connu la guerre étant enfant. Et Hélène Boucher a entendu les bombardements quand elle habitait Paris, pas très loin de Montparnasse. Maryse Bastier a vu son frère partir dans les tranchées. Et donc oui, elles sont très patriotes, parce qu'il y a quelque chose à défendre. Donc. En fait, elles n'ont pas peur de la mort, et en même temps, elles relèvent des défis. Est-ce que c'est pas pour conquérir une sorte d'immortalité, c'est-à-dire par leur réussite, par les prodiges qu'elles ont faits, leur nom devient quand même célèbre. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'être immortel d'une certaine manière? Alors si c'était l'objectif, malheureusement, je veux dire qu'à mon grand regret, il n'est pas atteint. Justement, c'est ça qui est très injuste, c'est qu'on a oublié le nom de beaucoup de ces femmes, alors que pour moi, elles mériteraient d'être entrées vraiment dans les mémoires au même titre que Guillaumet, que Mermoz Ou laisser une et tous trace, les alors autres. peut-être à Mais défaut d'immortalité, non, mais en laisser tout une cas, trace de leur passage par ce qu'elles ont accompli. peut-être qu'elles voulaient garder une forme d'immortalité. Je ris un petit peu du terme, parce que peut-être qu'elles voulaient être immortelles, et malheureusement, sans doute parce qu'elles étaient femmes, on a moins retenu leur nom. Mais en tout cas, oui, elle cherchait la gloire, sans doute, et elle le disait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vante souvent la modestie comme étant une qualité essentielle. La modestie, c'est une qualité importante, mais je pense qu'il faut aussi que certaines personnes puissent se libérer de cette obligation d'être modeste et toujours faire profil bas. Je trouve ça assez drôle, et finalement, je trouve ça bien de compter quelques personnages plus flamboyants et qui osent dire: moi j'ai envie de réussir, je veux la gloire. C'est le cas d'Adrienne Bolland, mais elle le dit de manière très sympathique, c'est que Adrienne Bolland rêve de gloire et de fortune, mais pour elle la fortune c'est l'aventure, en fait, c'est la récompense de l'aventure. Moi j'habite Vélizy, et je me suis rendu compte aujourd'hui Une station. En fait, oui, il y a beaucoup de noms de rues. Oui. Qui portent, donc il y a Colin-Saulnier. Donc Colin-Saulnier, c'est un fabricant d'avions, c'est ça? Morane-Saulnier. Ah, Morane-Saulnier. Morane-Saulnier, oui. Voilà, c'est ça. Oui, je sais pas ce que c'est pas grave, mais j'ai retenu Saulnier. Il y a un collège, je crois, qui s'appelle Maryse Bastier. Oui, il y a un collège Hélène Boucher. Oui, un collège Hélène Boucher aussi. Il y a des stations de tram de temps en temps qui portent le nom aussi d'aviatrices. Il y a quelques noms de rues. Et moi, je savais pas que Roland Garros c'était un aviateur. Oui, Roland Garros, on l'associe forcément au tennis, et en fait non, pas du tout. C'est un grand nom de l'aviation, mais même voir Roland Garros, c'est vrai que c'est quand même un grand pilote. Mais c'est vrai que si on fait attention, en réalité, on peut trouver des quelques pancartes dans les villes, des noms d'aviateurs. Maintenant que je connais par cœur tous ces noms-là, je les repère, mais on oublie souvent de mettre en dessous ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli. Oui. Ces aviatrices, elles ont quand même des parcours hyper inspirants pour nous aujourd'hui. Oui, vraiment. Enfin, je pense que elles sont complètement intemporelles. Elles ont des forces de caractère. Elles ont de très forts caractères, sont des femmes très volontaires qui osent assumer, qui osent vivre leurs rêves, qui ne se renient pas, qui assument ce qu'elles sont, qui ne s'excusent pas d'être comme elles sont. Même leur esprit de compétition, elles l'assument. Ce sont des femmes qui étaient toutes gentilles, mais il ne faut pas se mentir. À l'époque, la compétition était féroce, même entre femmes, parce que voilà, c'était des gagnantes.
Adrienne Bolland était peut-être un petit peu moins comme ça, parce qu'une fois qu'elle a accompli ce grand exploit à travers la Cordillère des Andes, elle a continué sa carrière en faisant plus des meetings, donc des grandes représentations devant voilà, elle allait de ville en ville pour donner de grandes représentations. Mais toutes celles qui faisaient de la compétition, voilà, elles étaient en concurrence. C'était une concurrence très sportive. Elles pouvaient s'apprécier sur le plan personnel, mais la compétition était féroce et pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les hommes pourraient avoir le droit de se hisser au sommet et d'être les meilleurs? Non, ce sont des caractères des femmes très inspirantes. Elles sont en même temps très attachantes parce qu'elles sont très, très humaines. C'est ça que je voulais faire ressortir aussi dans le livre. Je ne voulais pas parler que d'aviation. L'aviation, c'est presque un prétexte, en fait. Le livre s'appelle Les aventurières du ciel parce que ces femmes sont d'abord, avant tout, des aventurières. Elles ont choisi l'aviation parce qu'à cette époque, on pouvait faire des choses extraordinaires. C'était l'époque qu'on appelait héroïque. On pouvait mener de grands exploits, pulvériser de grands records, prendre des risques, connaître une adrénaline incroyable. Mais je pense qu'elles auraient pu se révéler dans d'autres domaines, à d'autres époques, en fait. Donc oui, elles sont encore inspirantes pour nous aujourd'hui. Et puis même leurs combats sont encore assez d'actualité. Le féminisme, bien sûr, il y a énormément de choses qui ont été accomplies de ce côté-là. Et Tu les vois comme des féministes? oui, mais pas forcément de la manière dont on l'entend aujourd'hui. Mais moi, je me reconnais beaucoup dans leur forme de féminisme. C'est comme ça, hein. Moi, j'ai essayé j'ai essayé de raconter leur engagement tel qu'il était vu à l'époque et tel qu'elles le vivaient, je crois, à l'époque. Je n'ai pas essayé de calquer une vision moderne du féminisme sur elles. J'ai essayé de les présenter vraiment telles qu'elles étaient à l'époque et telles qu'elles défendaient leur cause. Elles n'étaient pas forcément très militantes, enfin si, certaines l'étaient. Adrienne Bolland, Hélène Boucher, Qui ont milité Marie pour le droit de vote, Bastier, voilà, qui ont milité pour le droit de vote et on des rejoint le femmes. mouvement de la femme nouvelle qui était créé par la militante Louise Weiss. Mais, euh, mais en fait, elles étaient au-delà même de ce côté militant, elles étaient féministes dans la manière d'assumer leur vie, dans la manière de la mener comme elles l'entendaient. Ça, je trouve ça profondément féminisme. Mener sa vie comme on l'entend, quel que soit son choix, on peut choisir de mener une vie complètement débridée ou alors une vie au contraire beaucoup plus classique. Ce qui est important, c'est que ce soit toujours un choix, que ce soit conscient. Et vous voyez, ce qui est amusant avec Adrienne Bolland, par exemple, c'est que c'était une femme qui disait aimer beaucoup les hommes. Elle disait, moi, les hommes, je les aime appétissants, c'est très drôle. Et pourtant, elle a fini par se marier et elle est restée mariée 40 ans avec son mari, Ernest. Et elle pouvait dire à la fin de sa vie, Ernest, 40 ans de mariage, c'est mon plus beau record, celui dont je suis le plus fier. Elles ont toutes des histoires Oui, extraordinaires. Elles se sont toutes beaucoup battues pour arriver là, pour avoir le droit de piloter, pour avoir le oui. droit de concourir. Ça nous dit beaucoup de choses. Il faut poursuivre ses rêves, même si on s'en rend compte tardivement, même si on se l'avoue peut-être tardivement, même si on Oui, se lance plus tard, il n'est jamais trop tard. je pense qu'il n'est jamais trop tard. Moi, je considère que j'ai vraiment perdu du temps et c'est comme ça. Mais en effet, il n'est pas trop tard puisque j'ai fini enfin par réaliser mon rêve. Mais je dois dire que je n'ai jamais perdu espoir. J'ai toujours espéré. Je n'ai pas connu que des succès. J'ai eu quelques échecs dans mes tentatives. Tout n'a pas toujours fonctionné. Et il s'est toujours trouvé beaucoup de personnes pour me dire que, voilà, qu'il était temps de redevenir raisonnable. Mais moi, j'étais quelqu'un de trop passionné, c'était presque vital. Et l'objet livre, j'ai posé la même question. On en parlait avec un élève qui a fait un CD, il me dit, et qui disait que l'objet CD, lorsqu'on va dans un supermarché et qu'on voit son CD, le fait que ce soit, oui, un objet, donc ça avait une dimension particulière. T'as ressenti ça ou pas? Oui, moi, je le ressens vraiment, d'autant plus que je suis quelqu'un de très, très attaché au papier. Et donc, trouver mon livre en librairie, c'était déjà l'avoir entre les mains après qu'il ait été imprimé, c'était déjà un moment très émouvant. Mais le voir en librairie, c'est
c'est vraiment quelque chose. Oui, oui. J'imagine. Surtout que je le trouve, alors peut-être que je ne suis pas très objective, mais je le trouve vraiment beau. La couverture, je n'y peux rien, je l'ai seulement choisi, donc le mérite ne me revient pas, mais j'aime beaucoup la couverture, j'aime les couleurs. Le vert est ma couleur préférée, c'est la couleur de la 4e, donc je suis vraiment très très heureuse. Et oui, le voir en librairie, c'est vraiment une grande joie pour moi. Il y a aussi, est-ce que tu ressens un sentiment de laisser une trace? Oui, d'une certaine manière. Alors, on ne sait jamais comment va vivre un livre, quel sera son succès, s'il sera amené à être réédité ou pas. Mais oui, j'ai l'espoir que ce soit un livre que les gens aient envie de garder chez eux et que du coup que la trace reste. Oui, j'ai l'espoir de laisser une trace. Mais en fait, pour ce livre, vous voyez, tu l'as compris, ça n'est pas un livre qui parle de moi, ce n'est pas un livre nombriliste, c'est un livre sur 6 femmes extraordinaires, et peut-être je suis encore plus émue de la trace que je vais laisser de ces femmes que de la trace que je laisse par moi-même. Je ne sais pas si je le formule très bien. Bien sûr que je suis émue de voir... Oui, tu dépoussières leur vie, tu les fais ressortir des cartons, des archives. Oui, je suis émue de voir mon nom sur ce livre et je me dis c'est moi qui l'ai écrit. J'ai consacré beaucoup de temps. Je me suis vraiment donné à ce livre. Il m'a passionnée, mais ce qui est encore plus important, c'est de me dire que ces 6 femmes-là, j'ai une chance de les faire revivre, de les faire connaître. Je suis très contente du partenariat que nous avons eu avec le Musée de l'Air pour ce livre. Et donc, grâce à ce partenariat, nous avons pu mettre la photo de chacune des aviatrices dans le livre. Et pour moi, c'était très important qu'on puisse les voir, qu'on voit à quoi ressemblent ces femmes, qu'on se souvienne d'elles, qu'on s'en rappelle. C'est les réhabiliter, leur redonner la place et la notoriété qu'elles méritent. Si j'ai pu y contribuer en écrivant ce livre, j'en suis vraiment heureuse. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'en vendre beaucoup déjà? Oui, il y a un objectif ou pas? Beaucoup. Non, honnêtement, il n'y a pas d'objectif. Si je peux me permettre, moi qui défends beaucoup autant que je peux la langue française, je vais me permettre une petite phrase en anglais. Sky is the limit, n'est-ce pas? Non, bon, plus sérieusement, non, j'espère. Oui, c'est un livre qu'on a voulu quand même accessible. Oui, il ne coûte quand même pas très très cher. C'est un inédit de Point est une maison d'édition en poche. C'est un inédit, donc c'est un semi-poche. On a fait en sorte qu'il soit pas trop cher, justement, parce que j'ai envie que... Pas très cher. Non, et puis, vraiment, c'est un livre, je pense, j'ai fait en sorte qu'il soit bien écrit, bien sûr, mais il est accessible. C'est un livre plutôt large public. Le but, c'était pas seulement de parler d'aviation, mais aussi de parler vraiment du caractère de ces femmes, de leur vie amoureuse. Donc, je veux croire que c'est un livre intéressant et qu'on lit avec plaisir. Donc oui, j'espère en vendre beaucoup, sait-on jamais. Merci beaucoup, Catel. Merci beaucoup, Élodie. J'étais ravie de revenir à La Roche pour ce petit podcast. Super. Merci. J'ai adoré son livre. Facile à lire, il dresse le portrait en 6 chapitres de 6 femmes courageuses et déterminées. N'hésitez donc pas à aller le commander chez votre libraire. Les Aventurières du Ciel de Catel Faria aux éditions Point. Si vous le souhaitez, vous pouvez également contacter Catel via son éditeur, les éditions Point. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le commenter et lui mettre 5 étoiles sur iTunes, je vous en serai très reconnaissante. Un grand merci à Monsieur Lanier, directeur de La Roche, qui, par son soutien, va me permettre d'améliorer la qualité des enregistrements à venir. On se retrouve en novembre pour un nouvel épisode.